Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec le général Emmanuel de Richouf, qui avait publié ce livre avant qu'il ne soit trop tard chez Michel Lafon. Et il est accompagné aujourd'hui de Kevin Naïk, responsable associatif en banlieue. Ces banlieues qui s'embrasent et deviennent une bombe à retardement à mesure que la problématique est mise sous le tapis. Alors pourquoi pas un mot durant cette campagne présidentielle? Vous nous appelez au 0826 300 300. Oui, il y a eu beaucoup de mots qui n'ont pas été prononcés. D'ailleurs, cette campagne présidentielle, c'est vraiment circulé. Il y a eu circulé et rien à voir. Hein. On a entendu ça. Alors, général de Richouf, on vous avait reçu, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas si longtemps pour votre livre, effectivement, et vous êtes avec Kevin Naïk, qui est responsable associatif et éducateur, on peut dire, de banlieue. Alors, effectivement, vous aviez parlé de ça, et vous, ce qui était très intéressant dans votre livre, c'est que vous disiez, attendez, il y a peut-être une autre manière de parler des choses, de faire des choses, parce qu'on parle toujours de la banlieue, et puis là, les clichés, toujours les mêmes. Peut-être qu'il y a autre chose à dire, autre chose à faire, c'est pour ça que je suis très heureux d'accueillir Kevin Naïk et vous-même, Emmanuel de Richouf. Alors, qu'est-ce qui serait différent? Et votre expérience, vous avez commencé à nous la raconter, mais comment on pourrait aborder ça de façon différente, et surtout en acte et en réalité, et in vivo, comme on dit? Bon, d'abord, merci beaucoup à vous de nous recevoir ici aujourd'hui. Ce qui s'est passé depuis 2 mois et demi, c'est une aggravation de la situation dans nos banlieues. Il n'y a pas un jour où on en parle, on n'en parle pas. Et dans le même temps, aucun politique n'a pris position, ni pendant la campagne électorale, ni maintenant, sur ce problème récurrent qui est celui de nos banlieues. Parce que les banlieues, tout le monde parle des banlieues, mais dans les banlieues, il y a des habitants, c'est-à-dire des Français comme vous et moi, qui y vivent ou qui vivent mal parce que la situation empire. Et il me semblait qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle vous m'avez invité avec Kevin, que je connais maintenant depuis un certain nombre d'années, que je suis, et qui lui connaît parfaitement ce qui s'y passe. Il y a ce qu'il se dit, il y a ce qui se dit pas, et voilà. Et donc, vous vous souvenez que j'avais signé l'an dernier la tribune dite des généraux. Des généraux, absolument. Je l'avais signé parce que ça m'interpellait, le libellé m'interpellait, et m'interpellait pourquoi? Eh bien parce que d'abord, on évoquait la situation en disant si la situation est grave, il va falloir que les armées interviennent. C'était bien ça. Et moi, dans mon fort intérieur, c'était les armées ne doivent pas intervenir. Parce que si nous intervenons, si nous devons intervenir, l'armée d'actifs doit intervenir dans les banlieues, c'est qu'il est trop tard. Il est trop tard. C'est la guerre. Donc, il n'est pas question de ça. Et donc, moi, je suis je suis tout à fait sur une solution totalement différente. C'est de dire, il faut aller dans nos banlieues avec un projet social, un projet sécuritaire différent de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on prend des mesures à tous les niveaux. Il y a 6 ministères qui s'occupent des banlieues, il y a des milliers d'associations qui s'occupent des banlieues, mais in fine, pour les populations de nos banlieues, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, qu'est-ce qui retombe? Quelles sont les retombées? Surtout qu'il y a eu des centaines de milliards, enfin des dizaines de milliards dépensés depuis 40 ans, 50 ans. Alors Kevin, vous êtes vous-même animateur, éducateur, je dirais. Vous êtes d'où, si c'est pas indiscret de vous demander De la Seine-Saint-Denis. De la Seine-Saint-Denis, d'accord. Et vous vivez là-bas, vous exercez là-bas, etc. Exactement. Alors effectivement, quand on entend, on a toujours effectivement, il faut sortir des clichés, parce que ces clichés, c'est pas possible. Qu'est-ce que, à votre avis, alors je sais que vous avez travaillé avec le général de Richouf, mais pour vous, qu'est-ce qu'il s'agirait de faire pour sortir un peu de d'entendre toujours les mêmes choses dans la réalité, dans la pratique? Faudrait arrêter de parler des banlieues, tout simplement. Parce que ça fait des années qu'on nous laisse nous autogérer, et qu'aujourd'hui on veut nous imposer une manière de fonctionner qui est en décalage avec la réalité. Quand j'ai rencontré le général, il est arrivé avec un gros projet qui était ambitieux, mais qui a réussi. Moi, j'y croyais pas plus que ça. J'ai dit, ok, je vais envoyer une dizaine ou une vingtaine de jeunes. Et en fait, il leur a fait passer le permis, il leur a fait faire du sport et il leur a trouvé un emploi. Certains ne sont pas restés, mais dans le fond, il y avait tout. Quand j'entends que 3 ans après, il n'y a pas les financements pour faire perdurer le projet, ou pour la pérennisation du projet, je me dis bon, ils veulent pas. Mais en fait, c'est tout le temps ça. On fait des choses dans les quartiers. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs qui font des choses et on pérennise pas. On saupoudre. On vous aide pour un projet, on vous aide pour un autre projet. On peut pas vous donner trop parce qu'il faut donner à tout le monde. Que ça soit c'est bien. ça, vous voulez dire, parce que là je suppose que les gens disent, attendez, des dizaines de milliards. Mais non, c'est mais notre argent, hein. Non, je veux dire. Ah, mais c'est pas votre argent. Si. Oui, mais il a été
il a été subtilisé. Voilà, Subtilisé. c'est notre argent, mais il a été subtilisé. Exactement. Et on va en parler parce que c'est très important. Et on vous fait parce que- croire. Hein Excusez-moi, mais on vous fait croire qu'on a envoyé Ouais. 10 milliards. Mais je pense que à tous les étages, ça mange, parce qu'en bas, dans les quartiers, on les voit pas. Vous voulez dire ce qui reste après, on voit pas grand-chose. On voit pas. Et donc, Ouais. qu'est-ce qui se passe derrière C'est on se retrouve avec des jeunes qui rentrent dans la délinquance et on leur en veut d'être délinquants. Mais c'est pas de leur faute. Enfin, Non, on c'est va en pas de leur faute. discuter. Alors, ils disent, mais c'est très bien, on va en C'est discuter. pas de leur faute. D'accord. Non, mais c'est très intéressant. On va en discuter. On va avoir 1 heure pour en discuter avec vous deux. Moi, je fais évidemment je me dis, qu'est-ce qui fait? Vous dites, c'est pas de leur faute. Est-ce que ce n'est pas trop facile de dire, c'est pas de leur faute? Ça pourrait être facile, mais quand on a fait le tour, ça fait plus de 20 ans, ou plus de 30 ans, qu'il y a des plus anciens que moi qui ont alerté. Même, on peut dire, bon, après, je suis pas trop dedans, mais le rap, tout ça, c'était des alertes. Il y a eu des acteurs associatifs qui ont alerté de tous ces problèmes. On a eu des émeutes en 2005, où Oui, personne ne savait quoi faire. À un moment donné, si les banlieues s'embrasent, même l'armée, j'ai beaucoup de respect pour l'armée, mais ils iront nulle part. Parce que Oui, ça il y a résout une pas le problème, quoi. Il y a une détermination chez les jeunes. On veut survivre. Quand un jeune, quand je vous dis, ils ont pas le choix, c'est qu'il aspire à être quelqu'un. Et quand toutes les portes de l'État se ferment, ou même du travail, de l'emploi, il faut bien qu'ils vivent. Alors écoutez, on va en parler avec vous deux, c'est très important, je crois que c'est vraiment le cœur du problème, le nœud du problème, parce que ce qu'on entend de l'extérieur et ce que vous vivez à l'intérieur, c'est vraiment pas la même chose. On va en parler après les informations et on prendra le temps d'en parler. Et vous pouvez réagir tout au long de l'émission au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors on a commencé à en parler avec le général Emmanuel de Richouf et Kevin Naïk, effectivement les banlieues. Moi, vous savez, en général, je déteste les généralités. Les banlieues, ça veut rien dire. Hein. Il y a banlieue et banlieue et tout ça, mais il y a un vrai problème. Et le vrai problème, il faut le poser aussi, on a commencé à le poser avec nos deux interlocuteurs. C'est qu'on a dit, mais on comprend pas, nous, de l'extérieur, on dit voilà, il y a les plans banlieues, il y a ceci, il y a et on donne des dizaines de milliards, et puis après on voit que la situation ne change absolument pas, ou pratiquement pas. Je parle même pas seulement de la sécurité, je parle de tous les problèmes qui sont posés, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient de drogue, qu'ils soient de trafic, etc. À chaque fois on revient, oui voilà, il s'est passé ceci, et j'adore, parce que Gérald Darmanin ou n'importe quel ministre de l'Intérieur arrive, nous allons condamner fermement ceci, et nous allons agir. C'est magnifique, c'est retenez-moi sinon je fais un malheur. Donc, ce que je voudrais savoir, général, c'est pourquoi. Alors, parlons juste d'économie, après on va parler effectivement avec vous aussi, et Kevin, bien sûr, de ce qui se passe sur le terrain, mais pourquoi il n'y a jamais eu, effectivement, vous en parlez dans votre livre, et vous en avez parlé avec nous, pourquoi il n'y a jamais eu de coordination? Pourquoi? Combien de ministères? Comment ça se passe pratiquement? Alors je dirais, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on considère, comme le disait Kevin tout à l'heure, les banlieues hors de la France. Comme je l'ai dit dans mon livre, les banlieues, c'est la France. Ce sont des Français, ce sont vous des voulez Français. dire c'est l'aide aux pays en point de développement. Voilà, c'est ça. on les stigmatise en disant c'est les banlieues, donc et la France périphérique. Vous voyez, c'est le grand mot, c'est la France périphérique. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est la France est une et indivisible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a eu aucune depuis 30 ans. Il n'y a pas eu, et vous l'avez évoqué, vous le venez de le dire, il y a eu des plans banlieues, mais il n'y a pas eu de vision. C'est-à-dire, il faut une vision à moyen long terme, à 25 ans. Qu'est-ce que l'on fait? Comment fait-on pour que ces Français nouvellement arrivés puissent se sentir français et véritablement rentrer dans la société française? On n'en a pas vraiment. Donc, on confie, j'allais dire, au quotidien, à des ministères. Alors, j'ai compté pas moins de 6 ministères qui s'occupent des banlieues. Mais 6 ministères aujourd'hui encore. Aujourd'hui, oui, 6 ministères qui ont des financements pour s'occuper des banlieues. Donc, vous avez le ministère des Sports qui va s'occuper plutôt du sport. Vous avez la justice qui va plutôt s'occuper des délinquants, etc. Mais ils ne se parlent pas, les deux ne se parlent pas forcément. Vous avez la défense qui a ses cadets de la défense. Vous en avez, j'en ai au moins 6. Plus les financements qui sont octroyés par l'État, donnés à diverses associations, structures. C'est la région, les départements, les communautés de communes, pour s'occuper de leur quartier. Voilà, de s'occuper des quartiers. Ouais. Donc il n'y a pas de vision. Et alors en plus, on donne bien sûr de l'argent, et beaucoup d'argent, des milliards par an, à des associations
associations. Je crois que c'était le président Hollande qui avait dit il y a 45 000 associations en France qui s'occupent de près ou de loin de la formation professionnelle, de la formation. 45 000, c'est énorme. Donc ce qui veut dire que, comme le disait très bien tout à l'heure Kevin, et je le dis régulièrement, c'est en bas, au bas là-bas, dans nos quartiers, combien de financements arrivent réellement? Pas grand-chose. Voilà, pour faire. Et donc, il y a une espèce de déliquescence, un saupoudrage complet des financements. Il n'y a pas de vision globale. Il n'y a pas de fermeté, de volonté de se dire, voilà comment on va faire, et on va faire sur le moyen et long terme. Voilà. Alors Kevin, on en parlait, vous dites oui, alors il y a des jeunes, ils veulent survivre, et vous dites c'est pas de leur faute. Est-ce que, franchement, et on sait très bien, on va pas faire les clichés, nous jeunes, drogue, etc. Mais est-ce que donc un jeune qui ne voit pas dans ce saupoudrage, qui voit arriver des miettes, se dit bon, ben alors je vais faire le chauffeur, ou je vais aller faire un truc, et puis voilà, la drogue ça rapporte beaucoup plus. Attention. Et je dis pas qu'il a tort ou raison, c'est pas le problème. Le problème, c'est, on se met à, peut-être que si j'étais à sa place, je ferais comme lui. Mais et comment sortir de cette espèce de cercle vicieux, quoi? Parce que le trafic est là. Vous savez très bien, juste un mot, le trafic de cannabis, seulement de cannabis, c'est 3 milliards d'euros par an en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soyez contents. Ah bon? Soyez contents. Pourquoi? On arrive à vivre de nous-mêmes nos productions. Oui, enfin, d'abord, c'est pas vous qui produisez le cannabis. Non, de production, je parle de vente. Oui, de travail. Voilà, de travail. Parce qu'on a des personnes qui ont la possibilité, qui ont la main sur ces jeunes aussi. On a des jeunes qui trouvent pas leur voie, on leur donne pas d'autres opportunités que de s'en sortir comme ça. Après, je dis pas ceux qui sont en capacité de pouvoir travailler ou d'avoir l'envie. Maintenant, c'est autre chose. Est-ce que ça va rapporter autant? On est dans une société où on montre les réseaux sociaux, les dernières baskets, on a des jeunes qui ont 13-14 ans, qui sont issus de ces quartiers. Il y a d'autres facteurs avant que ces jeunes arrivent dans ce système-là. Des familles monoparentales, des familles nombreuses. Et ils voient tout ce système et ils n'y ont pas accès. Donc, je pense que le vrai rôle et comment on peut s'en sortir, je pense que c'est utopique. Mais vous serez d'accord avec moi, c'est l'éducation. Que ce soit des parents ou des enfants. À long terme. Mais alors, est-ce que les parents, alors vous dites vous-même, c'est toutes les contradictions, c'est intéressant, j'en vois deux, mais... Allez-y. Mais d'abord, vous dites les parents, mais quand c'est des familles monoparentales, l'un et l'autre doivent travailler et il ne peut pas s'occuper des enfants. Il y a vraiment ce problème, vous le savez très bien. Et pas seulement d'ailleurs dans les banlieues. Quand les gens, il faut qu'ils travaillent, comment je peux m'occuper de mes gosses et en même temps amener de quoi manger? Moi, je vais être dur. Ouais. Pourquoi je fais des enfants? Et quand je fais des enfants, il faut que je les assume. Même dans les quartiers, c'est ce que je dis aux parents. Nous, on est là. Après, il y a les relais. Et c'est là où nous, on arrive. On est des relais. Et quand il y a des relais comme ça moi je parle, on est en train de préparer une réserve citoyenne pour des jeunes. On est en train de préparer avec... donc c'était en lien... C'est quoi réserve citoyenne pour les jeunes? C'est une réserve commando. C'est des jeunes qui s'entraînent déjà dans les sports de combat. Et on s'est dit que toute cette force qu'ils avaient, parce que les sports de combat, c'est dur. On s'est dit, mais comment on peut pas les emmener vers la citoyenneté, une chose qui peut être banale, simple. Et comment ils peuvent pas aider la population? Et on a fait cette réflexion à partir du moment où il y a eu le Covid. Et c'est ces mêmes jeunes de chez nous qui ont aidé les personnes, mais naturellement. On s'est dit, on va créer une réserve commando avec le général, il y a eu le GIGN qui nous a suivis, on a eu pas mal de généraux. Et qu'ils aient aidé les gens qui sont en situation de détresse. Ils nous ont aidé à construire cette réserve. Ils vont nous aider à construire la réserve fin d'année. On est en train d'essayer, c'est pareil, c'est des projets. C'est des projets qu'on peut envoyer à l'État, simplement comme le général disait. Et la passerelle, ça aurait été qu'ils aillent au permis sport-emploi, des jeunes qui sont en rupture avec la société, qui puissent aller avec le général. Mais alors ça veut dire en creux que vous dites aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de jeunes, au fond, ils arrivent à à l'adolescence, tout ça, et on leur propose rien. Enfin, il n'y a pas de débouché, parce que on pourrait vous dire, on pourrait vous dire oui, d'accord, mais c'est vrai dans la Creuse, c'est vrai dans l'Ariège, où il y a des tas de gens pauvres. C'est pas qu'il n'y ait pas de débouché.
c'est encore parcellaire. C'est-à-dire que vous avez Pôle emploi qui va dire quelque chose, les maires va dire autre chose. Donc, si vous voulez, le jeune, il a 40 canaux qui lui arrivent dessus, et il ne voit pas. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour lui. C'est-à-dire il ne voit pas la finalité, finalement. Comment il va se construire. Donc, Kevin et moi, on est d'accord sur ce point, c'est qu'il faut qu'il y ait un cursus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive véritablement à un cursus intelligent. Vous prenez des jeunes de 13 à 16 ans pour faire du sport, etc. Vous les faites des cours du soir avec l'éducation nationale, vous les amenez progressivement ailleurs, de manière à ce qu'à 18, 19 ans, 20 ans, ils puissent avoir un débouché en disant derrière moi, j'ai œuvré, je me suis sorti de la drogue, je vais réussir et je vais gagner ma vie, je vais fonder une famille, je vais avoir un appartement, etc. Pour l'instant, c'est parcellaire tout ça. Les financements sont parcellaires, les vocations, ou du moins ce qu'on va leur proposer, c'est parcellaire également. Il n'y a pas de vision. Je reviens toujours. On n'a pas de projet, on n'a pas un projet politique fort qui engrange tout ce beau monde en disant ensemble, travaillons ensemble pour notre France. Voilà. Kevin, j'entends, parce que le général, je sais que ça fait des années là, depuis quelques mois, on est en divergence sur justement tout ça, parce que moi j'ai pris un autre axe en me disant, en étant résilient, et me dire qu'en fait c'est la société et l'État qui voulaient que justement qu'il y ait de la délinquance, qu'il y ait tous ces trafics. Les élections, pourquoi ils le voulaient? Vous savez, je sais pas, c'est peut-être une réflexion. Non, c'est pas le moment, mais c'est autre bilan. Je me dis que tant qu'il y a de la délinquance, il y aura des extrêmes. Et tant qu'il y aura les extrêmes au deuxième tour, il y a quelqu'un qui sera élu. Et moi, je suis arrivé avec des... Vous voulez dire, alors moi, je vais être plus traduit que vous. Pour fabriquer la délinquance, c'est avoir Le Pen au deuxième tour, comme ça, je suis sûr de passer. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Pourquoi oui, mais pourquoi alors, dans ce cas, il faut me répondre de pourquoi quand on arrive. Je parle pas que de moi, parce que sinon, ça serait... Je sais que pour ma paroisse, j'ai des amis à moi aussi qui proposent de vrais projets d'insertion pour les jeunes. Il y a de l'emploi. On dit qu'il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi. Comment ça se fait que ces jeunes-là, on n'arrive pas à les insérer dans l'emploi? Parce qu'on veut que ce soit des délinquants, peut-être. C'est une réflexion, je dis pas que j'ai raison. Mais peut-être qu'on veut qu'il y ait ce conflit-là, qu'on en parle à la télé, qu'on ne bouge pas, on attend les élections, allez au deuxième tour, je passe, et après, on continue. Et on laisse le problème au prochain mandat. Alors, je vais vous dire, moi je crois que là, c'est une vision peut-être pas fausse, un peu complotiste des choses, je m'explique. Oui. Non, mais je vais vous dire, il y a aujourd'hui 200 000 emplois, 200 à 500 000 emplois non pourvus. Alors, et je dis pas seulement les banlieues. Par exemple, aujourd'hui c'est très intéressant, il va y avoir les moissons et les vendanges. Ils vont amener des gens d'Afrique du Nord, de Pologne et d'ailleurs, parce que les Français, ils veulent plus faire ça. Parce que les vendanges, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder dans les vendanges? Vous avez des gens, chez les restaurateurs, les employeurs, ils trouvent plus de gens pour faire. Alors vous allez me dire, c'est pas glorieux. Je veux bien. Alors, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les Français, je parle des Français, pas seulement des banlieues, ils ne veulent plus occuper un certain nombre d'emplois. Ils préfèrent assis. Ils se disent, bon, mais je vais toucher le RSA ou le machin, et puis après, je me débrouille. Il est là le problème. Vous avez certainement raison sur un certain nombre de points, c'est-à-dire que c'est le rapport du travail avec la jeunesse. Aujourd'hui. C'est un vrai problème, sachant qu'un jeune aujourd'hui qui va toucher, j'allais dire, sur une saison de l'ordre du SMIC, quoi, il va être payé au SMIC, mais derrière il n'a pas le logement pour aller sur la Côte d'Azur, il n'a pas le transport, donc il se dit finalement je touche le RSA, et je vais faire sourire Kevin, je vends 2 ou 3 barrettes de shit, et finalement je m'en sors mieux que si j'allais travailler. Et vous avez raison. Ce qui veut dire là aussi, c'est soit la rémunération n'est pas suffisamment élevée, soit le SMIC est trop élevé. Donc moi je critique. Oui. Voilà. Mélenchon va vous en voler. Non, mais je veux dire. Voilà. On se retrouve juste après cette petite pause, mais c'est très intéressant parce qu'il est là le problème. Et je voudrais vraiment que vous répondiez, parce que aussi bien Kevin et le général, parce que au fond, on a ce problème général qui est que, et je comprends, mais les mecs qui te disent, nous on a commencé la merde, mais si je t'offre moi, mais c'est moi si on m'offre, mais vraiment, on n'est pas à la radio là. Si, on est encore sur antenne. Et ben je le dis. Je croyais que je t'avais fait ça, hein, Maxime. On se retrouve dans un instant, vous nous appelez au 826 300 300. Faut que tu interviennes. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et je resterai sur les Français parlent au français, non pas sur les banlieues parlent au français, parce que, effectivement, on parle quand même la même langue, ce qui est déjà pas mal. Kevin, juste un mot. Vous disiez, oui, mais en fait, les banlieues, c'est pas la France. Nous, au fond, la politique, vous disiez hors antenne, s'en fout, c'est pas le problème, la politique, c'est pas notre préoccupation, c'est de pouvoir vivre. Mais d'un autre côté, vous savez très très bien qu'il y a une circulation, c'est-à-dire que il y a quand même une circulation pas seulement économique, il y a une circulation éducationnelle, sportive, etc., etc. Et si chacun reste de son côté, vous savez, moi j'ai connu ça au Liban et ailleurs, c'est qu'à un moment donné, les fractures deviennent des abîmes, mais ça n'arrange rien, ni pour les uns ni pour les autres. Géographiquement, la banlieue, c'est la France. Mais c'est pas idéologiquement, la banlieue, c'est pas la France que les gens pensent. On pense pas à la même France. Nous, on a notre France à nous. On nous a laissé la construire. Et aujourd'hui, on vient nous dire comment on doit se comporter, comment on doit manger, comment on doit vivre ensemble. Nous, des fois, on voit des... Moi qui suis dans le milieu associatif, je fais des remontées avec tous mes amis. On vit très bien, nous, ensemble. On vit très bien. On nous a habitués à vivre. Vous savez, l'être humain, il est fait pour s'adapter. Bien sûr. On s'est adapté entre nous. Et ça se passe très bien. Maintenant, qu'il y ait des trafics, qu'il y ait tout ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour des histoires électorales. Nous, on en a rien à foutre. C'est pas notre problème, ça. Nous, on vit, on continue à vivre. Macron est passé. Ça aurait été Le Pen, on aurait eu la même vie. Ça aurait été Éric Zemmour, on aurait eu la même vie. Il n'y a personne qui va nous bouger. Il n'y a personne qui va nous bouger. On fait ce qu'on a à faire et on vit tranquillement. Et quand je dis que la France, la banlieue, c'est pas la France, la banlieue, c'est pas la France que vous voulez nous imposer. Non, quand je dis vous. Oui, non, mais j'ai bien compris. C'est pas là-dessus que je vais réagir. C'est que le problème, oui, mais en même temps, à ce moment-là, arrangez-vous. Mais alors, j'aurais envie de vous dire, oui, très bien, arrangez-vous. Mais alors nous, ok, que les gens qui payent des impôts financent dans là où ils sont, et que les gens qui payent des impôts financent là où ils sont. Vous voyez, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même beaucoup de choses qui sont transférées, etc. Pas seulement le fric, mais les valeurs, etc. Alors vous dites, au fond, on nous a pas assimilés, on n'a pas cherché à nous assimiler, donc maintenant on vit comme on veut. C'est l'argent légal qui vient dans le trafic, hein, à la base. Oui, c'est des gens qui travaillent, des consommateurs. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui vivent et qui payent des impôts, qui viennent mettre l'argent dans le trafic. Sur la réflexion que fait Kevin sur les banlieues, c'est-à-dire finalement un abandon de l'État. C'est-à-dire un abandon des hommes politiques depuis 30 ans, c'est-à-dire le manque de courage. Aucun des hommes politiques n'a relevé le défi en disant on a une immigration importante qui arrive, comment va-t-on faire pour faire en sorte que les immigrés qui arrivent se sentent français. Et donc il y a eu un renoncement complet de notre classe politique depuis 30 ans. Donc effectivement, dans cet abandon. Alors moi j'avais à l'époque, il y a 15 ans en arrière, travaillé donc sur comment dirais-je, comment intégrer ces jeunes. Et j'avais dit c'est comme un tabouret à trois pieds. Vous voyez, 3 pieds c'est instable quand même. 3 pieds. Si vous voulez être français, ça repose sur 3 choses. Un, c'est la langue, connaissance de la langue. Donc c'est l'école, ça. Il faut que l'école apprenne le français. Or quand vous allez à l'école aujourd'hui, vous savez qu'il y a à partir de la 6e, il y a je sais pas combien de pourcentage d'élèves qui savent qui comprennent mal, qui savent pas parler. Donc la langue. La deuxième chose, c'était la connaissance de l'histoire, c'est-à-dire je viens dans un pays qui a une histoire de 2000 ans d'histoire, mais moi je suis fils marocain ou truc, j'ai une histoire moi. Ou italien, ou polonais. Voilà, j'ai une histoire parce que la France a eu besoin de moi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis venu avec l'armée d'Afrique, j'ai libéré la France, et donc je reconnais que j'ai une part de responsabilité dans la France d'aujourd'hui. Et puis la troisième chose, c'est l'emploi. Voilà, il faut que un emploi. Quand je dis l'emploi, c'est au sens large, c'est un travail. Or, si vous avez un des 3 pieds qui disparaît, qui n'a pas lieu, eh bien, le tabouret se casse la figure et vous n'êtes plus français, ou vous n'êtes pas français. Et je crois que là, c'est extrêmement important. Alors après, il y a tout le courage. Qu'est-ce qu'on va faire dans nos banlieues? Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos banlieues? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ça, je veux dire, je reviens toujours, la volonté, le courage politique, et puis une vision, j'allais dire, à moyen et long terme, où vraiment, il doit y avoir une comment dirais-je, une volonté, mais plus qu'une volonté, une joie de promouvoir quelque chose de différent. En fait, il y a deux idéologies, enfin, d'idéologie, j'aime pas ce mot, 2 thèses qui s'affrontent, c'est vrai. Vous dites encore, général, bon, il y a une France, et effectivement, ce que dit un certain nombre
selon Jean, l'assimilation. Et en fait, le problème qui se pose, je pose la question à Kevin, est-ce qu'on n'a pas raté le coche? Je veux dire par là que ça, c'est une chose qui aurait eu un effort depuis 40 ans. 40 ans, parce qu'il n'y a pas de raison. L'immigration, elle est venue au fur et à mesure. Et il n'y a eu aucun effort là-dessus, parce qu'on s'est dit, effectivement, pour des raisons électoralistes et tout ça, et puis les autres, on s'en fout, c'est pas le problème, pardon de parler vulgairement, enfin bon. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que Kevin parle des deux France? Moi, la question que je me pose, est-ce qu'il n'est pas trop tard? J'espère que pas. Très sincèrement, moi, je suis du côté, de ce point de vue général, j'espère que pas. Je ne sais pas si c'est les trois trépieds, enfin le trépied qu'il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire quand même, Kevin? Il y aura toujours quelque chose à faire, mais il est trop tard pour une certaine génération. Il y a des générations qui ont été perdues. Et il y a des gens qui feront le constat. Et si on est capable un jour de juger ce genre de choses, ça peut être des crimes de guerre. mais on a quand même tué des jeunes. On a tué leur avenir, on a tué tout ce qu'ils auraient pu construire. Leur perspective d'avenir, vous voulez dire? Ouais, mais tout ce qu'ils auraient pu construire, une famille, des enfants, des gens intégrés. Et après, je ne vais pas les défendre pour les causes qu'ils prennent, mais on aurait pu les aider. On aurait pu les accompagner, pas les aider, mais les accompagner. Oui. Est-ce que c'est pas toujours de renvoyer le jouet, voilà, c'est ma faute, c'est la société qui s'est pas occupée de moi, etc., etc. La société, elle a deux poids deux mesures. Elle finance avec la sécurité sociale, toutes les aides, la CAF, elle finance à bombardement, mais elle demande rien en retour. Moi, je suis simple, hein, je suis peut-être, je vais mettre des gens à dos, mais je me dis, un RSA, un RMI, j'en ai profité. J'ai jamais compris pourquoi. Enfin, j'ai toujours kiffé. On va dire simple. J'ai toujours kiffé toucher de l'argent à rien foutre. Ouais, non, mais vous avez raison. Mais pourquoi on nous a pas mis une petite formation? Pourquoi on nous a pas imposé quelque chose? RSA, oui, mais outils de formation, travail et tout. On peut parler aussi des prisons. On a des mecs qui sont en prison. Pourquoi on les aide pas avant leur sortie? Pas, on les aide, on leur fait des remises de peine, ça, ok, pas de souci. Mais les gars, ressortez avec quelque chose de concret. Quand vous êtes sortis, vous avez... Non, mais déjà, même en dehors des prisons, déjà, effectivement, qu'on ne laisse pas les gens, RSA, mais fait des travaux, fait des trucs, fait une éducation. Pas une formation. J'ai du mal avec les travaux parce que ça me fait rappeler les TGI. Mais une petite formation, quelque chose de citoyen. Le système actuel, on s'en rend compte, ne convient pas. On est bien d'accord. Le système, comme on vient de dire, ça depuis 30 ans qu'on marche sur la tête, ça ne convient pas. Il faut le réformer. Il faut le réformer. Mais pour le réformer, il faut avoir du courage et puis il faut se dire, et voilà. Donc il faut une structure interministérielle réelle qui voit un projet d'avenir et qui véritablement puisse travailler sur la récupération des fonds et la distribution et le suivi. Quoi. Voilà. Oui, bon, en général, avant de donner la parole aux auditeurs, je vous rappellerai une phrase de Chirac. Un jour, on discutait devant lui, on disait l'opération chirurgicale dont la France a le plus besoin, c'est la greffe de colonne vertébrale. Ouais. Et il disait oui, mais où sont les donneurs? Merci de questionner. On se retrouve dans un instant au 0826 300 300, vous nous appelez. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on commence au 0826 300 300 avec Jean-Claude qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jean-Claude. Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Berkov, bonjour à vos invités, bonjour mon général, bonjour à Monsieur l'éducateur. Excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, mais c'est pas grave. Kevin, mais tout va bien. Voilà, allez-y Jean-Claude, allez-y. Kevin, je pense que vous faites un travail super dur, et j'espère super motivant. Mais il y a une phrase qui m'a un petit peu interpellé. Alors bon, c'était dans un contexte, mais je vais vous la dire. Moi, j'habite l'Essonne, j'habitais certaines banlieues dans la région parisienne. Et quand vous avez dit tout à l'heure, alors c'était dans le contexte, je pense que vous ne vouliez pas dire tous, mais vous avez dit les délinquants ne sont pas responsables. Bon, je prends les mots comme ils sont. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en disant ça, et je comprends, Non, mais allez-y. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais quand vous dites ça à l'antenne, alors moi j'entends, mais si vous dites ça, ça veut dire que non, je suis désolé, il n'y a pas de délinquance qui n'est pas responsable. Alors effectivement, il y a de la petite délinquance et encore que de la grande. Mais moi je vais vous dire, moi je crois qu'au contraire, justement, il faut responsabiliser les délinquants. Il faut les responsabiliser. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Quand vous avez dans des quartiers, et j'en ai connu quelques-uns, où vous avez des écoles primaires,
des écoles maternelles, hein, qui sont brûlées, on balance un petit peu des trucs, on les saccage. C'est pas des gens de 19, 20, 30 ans, hein. C'est de la petite délinquance. Hein. Alors, je sais bien que vous avez un travail dur, hein, mais moi, je suis désolé, dire que ces gens-là, ou ces gosses, parce que il y a des gosses, ne sont pas responsables. Si, je crois qu'effectivement, il faut remettre la responsabilité au centre du débat. Alors, bien sûr, les pouvoirs publics se désengagent. Hein, il y a de moins en moins d'écoles, il n'y a plus rien. Hein. Mais monsieur, vous êtes éducateur. Moi, je vais vous dire, vous avez un travail très dur, et je le respecte. Mais je pense que des fois, si, il faut responsabiliser, quel que soit l'âge. Alors évidemment, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas d'obédience, je vais me mettre à l'aise, d'extrême droite. Je vous le dis tout de suite, je suis un citoyen et républicain, mais je trouve que des fois, il faut responsabiliser un petit peu à différents âges. Il faut responsabiliser, oui, parce que c'est trop facile. Là. Parce que là, vous êtes en train de donner, malheureusement, vous ne l'avez pas fait exprès, mais vous redonnez un petit peu un bâton, parce que les délinquants, s'ils ne sont pas responsables, c'est facile. Ok, Jean-Claude, on a bien écouté. Kevin et puis le général de Richoufs. Monsieur comment? Jean-Claude. En fait, je vais aller dans mon sens, mais je comprends aussi ce que vous dites. Déjà, bizarrement, je fais pas un métier difficile. Quand on est dans ces milieux-là, on le fait par conviction et parce qu'on a vécu certaines choses et qu'on sait où est-ce qu'il y a eu, où est-ce que ça a péché et où est-ce qu'on a eu des manques. Donc on essaye intrinsèquement de pouvoir apporter à des jeunes qui ont eu le même parcours que nous. Quand je dis qu'ils sont pas responsables, c'est que je pense que quand ils passent à l'acte de délinquance, vous avez raison, ils sont responsables à ce moment-là. Mais en fait, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est l'avant. Les jeunes, ils passent pas ce cap sans avoir été éduqués. J'ai parlé d'éducation, sans avoir eu une structure familiale et environnementale pour pouvoir se construire. Donc ils arrivent au moment de l'acte. Moi, quand je dis qu'ils sont pas responsables, c'est que j'en veux à beaucoup de parents. J'en veux à beaucoup de parents, j'en veux à beaucoup de politiques, je pourrais même pas dire, d'État. Parce que limite, c'est pas à l'État. On fait des enfants, on les assume. Ou sinon, on n'en fait pas. C'est ça que je veux dire. Je les responsabilise pas, ces enfants. Je veux juste que on arrête de les stigmatiser, qu'on arrête de dire c'est eux, c'est eux, c'est eux. On a des services d'État qui essayent, des éducateurs ou des animateurs comme moi, on essaye. Mais le profond et la base... C'est les parents. Et l'école. Même l'école, c'est une éducation. L'école, ça devrait même pas s'appeler éducation nationale. Ça devrait s'appeler apprentissage national. Instruction. Ou instruction. Je crois qu'à l'époque, c'était ça. Mais aujourd'hui, l'éducation, c'est le rôle des parents. Et si il faut passer par une école des parents avant de faire des enfants, moi, j'envoie un message au général s'il est ministre un jour. Oui, pas mal. L'école des parents, bonne idée. Vous voulez ajouter quelque chose, général? Ouais, je disais, la responsabilité, ça me semble important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez très bien que dans notre société, plus personne n'est responsable de rien, quoi. Donc, on ne veut pas prendre de responsabilité, on ne veut pas être leader, on réfute l'ordre, etc. Et moi, j'ai côtoyé des jeunes grâce à Kevin et à des hommes comme Kevin pendant maintenant 15 ans. Et je peux vous dire que les jeunes que j'ai eus, qui avaient entre 18 et 25 ans, ils ont aspiré au bout de quelques semaines à avoir des responsabilités. Responsabilités dans l'entreprise, responsabilités dans le travail, responsabilités de réussite. Donc il y a quand même une force réelle de gens qui veulent. Et on revient toujours à la même chose. Il manque l'espèce de volonté, le rêve, quelque chose qui nous transcende un peu au point de vue société, quoi. On n'est pas là. La France, c'est pas une société de briques et de broc. C'est 2000 ans d'histoire et on doit vraiment transcender tout ça pour que les gens qui y arrivent se sentent bien, quoi, et veulent véritablement réussir. Encore faut-il rappeler que la France n'est pas une société de briques et de broc et de la rappeler à tous les niveaux. Malheureusement, c'est pas le cas. Augustin. Et nous sommes maintenant avec Dominique qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Dominique. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. Écoutez, mon thème principal, c'est celui de la responsabilité de l'État, qui est systématiquement mise en avant. Si j'ai bien compris vos propos, l'État, c'est responsable en gros toujours à 100%. Parce que même si les individus dérapent, quelque part, c'est la faute de l'État qui les a pas empêchés de déraper. Donc, je voulais vous dire quand même que beaucoup a été fait pour les banlieues, probablement plus que pour certaines zones rurales.
Beaucoup a été fait et depuis longtemps. Donc le séparatisme qui est un peu à l'œuvre dans ces endroits, je voulais souligner le fait qu'il y a maintenant des gens qui sont découragés des deux côtés. Moi, je ne vis pas dans des banlieues difficiles, non, je n'y vis pas, mais je me sens maintenant séparé de ces banlieues-là. C'est-à-dire, eux se sentent séparés de nous, mais moi, je me sens séparé d'eux. En tant que Français, j'ai du mal maintenant à voir quel point commun j'ai avec les gens qui vivent dans ces quartiers-là. Donc, quelle place pour la responsabilité individuelle? Je ne peux pas m'empêcher de penser, étant breton, aux Bretonnes qui, dans les années 30, débarquaient à Montparnasse avec leurs baluchons. En gros, c'était Bécassine, et qui avaient deux solutions, soit devenir bonnes, soit devenir prostituées. Ça ne les a pas empêchés, que je sache, et alors qu'elles crevaient de faim en Bretagne, de s'intégrer. Et ils avaient des conditions de vie beaucoup plus difficiles. Après la guerre, je rappelle que les tickets de rationnement sont restés à l'œuvre pendant au moins 5 ans. Ça n'a pas empêché la société d'être ni violente, ni de se déliter. Donc je pense qu'il y a une grande violence à l'œuvre dans ces quartiers-là. Cette violence, il faut d'abord l'éradiquer. Ensuite, on pourra peut-être remettre en place des capacités éducatives. Et enfin, peut-être réinstaurer des valeurs à ces jeunes qui leur permettront, et je pense que c'est ce que le général a fait, je l'en fais, et l'éducateur Kevin, je les en félicite, c'est formidable, mais ils essayent de vider la mer à la petite cuillère. Et enfin, de réinstaurer des valeurs qui feront que vivre soit du RSA et du trafic, ou bien de son travail, même à montant équivalent, et ben moralement, ça n'est pas la même chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, Jacques. Kevin. Non, il a très bien parlé. Comment il s'appelle? Dominique. Très bien parlé. Et effectivement, pour enfoncer le clou, oui, je pense qu'on est séparés. On est dans deux mondes différents. Moi, en venant ici, j'ai vu, je suis pas raciste, hein, j'adore tout le monde. Mais un peu quand même. Mais j'ai pas vu de noirs et d'arabes ici. J'en ai pas vu. Des tenues, c'est pas les mêmes tenues. Pourtant, il y en a. Oui, vous n'avez pas vu les mêmes tenues, mais il y a oui, non, bien sûr qu'il doit y en avoir. Mais je veux dire, dans mon quartier, dans ma ville... Ils sont tous avec une certaine tenue. Non, mais c'est ma vie. C'est ma vie, je vis bien. Ça veut dire que si ça peut déranger... Enfin, je pense pas que ça le dérange, il viendrait volontiers dans mon quartier. Nous, on vit comme ça, on nous a habitués à vivre comme ça, on nous a laissé vivre comme ça. J'ai dit justement, l'État, vous dites qu'ils ont donné beaucoup d'argent. À qui? Nous, on voit pas. Après, ils vont vous dire oui, ils ont rénové l'ANRU, ils ont ouvert des structures, mais on veut pas d'occupationnel, nous. On veut pas qu'on nous aide, on veut pas qu'on nous anime. On n'a pas besoin de vous pour nous animer. On a besoin de vrais projets, de se projeter sur l'avenir. De se dire comment on va. Mais le vrai truc, il est là. En tout cas, vous le posez. C'est très bien que vous le posez. Au moins, et comme Dominique est très franc, il dit, il a raison. Moi, j'étais intéressé. Là, maintenant, je me sens séparé, comme vous vous sentez séparé. Le vrai problème, il est là. Vous l'avez posé très franchement. Mais c'est un problème qui ne va pas être simple. Alors lui, il vous dit, alors général, il vous dit, vous êtes en train de vider la mer avec une petite cuillère. Oui, non, mais c'est sûr. Merci Dominique de nous féliciter tous les deux, parce qu'on rame quand même depuis pas mal d'années, sans beaucoup de soutien, je dois dire, si ce n'est des bonnes paroles de nos ministres et de nos ministères, hein, ça c'est sûr. C'est une question de fond que vous posez. Hein, et moi, si vous voulez, j'ai écrit un manifeste avant qu'il ne soit trop tard, parce que je pense que l'affaire est encore jouable, c'est-à-dire finalement avoir une France une et indivisible. Ceci étant, je reconnais que c'est compliqué. Mais vous dites l'État ne fait pas tout. Non, l'État ne fait pas tout. L'État, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'inorganisation, me semble-t-il, pour un militaire. Un chef, une mission, des moyens, et ça marche. Quand vous avez 6 ministères, vous avez des milliers de structures qui font, on sait pas trop quoi, on n'a pas fait d'inventaire, on n'a pas fait d'audit complet pour dire qu'est-ce que vous avez comme argent, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, quels sont les résultats et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Tant qu'on n'aura pas fait ça, il est évident qu'on ne pourra pas, j'allais dire, reprendre la main sur les quartiers, quoi. Mais alors, Dominique a posé quand même une vraie question, parce que posons-la, là, on est là, c'est très bien, ici on parle très brut et libre.
il dit très bien, les petites bretonnes qui arrivaient Oui. là-bas, qui crevaient de faim et qui est arrivé, qui avait le choix entre bonne et prostituée, personne n'a pleuré dessus. Pourquoi on va pleurer sur le petit Marocain qui essaye pas, qui arrive, et c'est très bien qu'il arrive, et qui essaye pas de se débrouiller, et aujourd'hui, on dit, ah là là là, le pauvre, il y arrive pas, c'est dégueulasse, c'est à cause de, etc. Je parle pas de vous, parce que Kevin, lui, il a posé le vrai problème de l'éducation. Je parle pas donc de vous, Kevin, personnellement. Mais je veux dire, il faut pas arrêter de pleurer, peut-être, et d'essayer de dire ce qu'on va faire, enfin, de chouiner, quoi. Mais ceux qui pleurent, c'est qu'ils ont des intérêts. Moi, chez moi, personne pleure. Dans nos quartiers, personne pleure. On vit, comme je vous dis, on vit normalement. On se débrouille. Maintenant, si on n'a pas d'argent, si un jeune n'a pas d'argent, si quelqu'un n'a pas de travail, on lui dit, on va pas parler de drogue. On lui dit, tiens, je te vends il va faire du troc. Il va vendre sa paire de baskets. Ou il va acheter une basket, il va faire une plus-value. On va dire que c'est un trafiquant. Il va se démerder. C'est la débrouille. Et la drogue, aujourd'hui, elle est omniprésente. Et pas qu'en France. Ah oui. Et voilà. Donc ça en fait partie. Ça fait partie du système. Et ceux qui vivent de cet argent, ils le redistribuent. Ils vont acheter chez les commerçants. Ils vont manger. Ils vont payer. Leur famille, etc. Ils vont faire des dons aux associations. Parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils peuvent. Donc il faut arrêter de... Je dis pas qu'il faut le légaliser, je dis pas qu'il faut rentrer dans tout ça, mais je dis qu'il faut aussi penser différemment et se dire pourquoi l'État laisse ce genre de choses tourner, c'est qu'il y a aussi des loyers. Ça l'arrange. Il y a des loyers aussi qui sont payés. Bien sûr. Et des subventions, Des subventions, des familles qui vivent. Et des taxes. Des familles qui vivent sur cet argent. Pas que de la drogue, mais d'autres choses. Bien les sûr. trafics et tout ça. Après, ça dérange. C'est bien d'en parler. Ça Oui, fait je bien d'en parler parce que ça fait de la discussion. Il y a des élections, on va dire qu'on va faire ça, on va faire ci. Il y a des gens qui sautent dessus. Laissez-nous tranquilles. Non, mais c'est bien de remettre des pendules à l'heure et de dire voilà ce qui se passe, parce que on ne peut travailler qu'à partir de la réalité. Si c'est pour fantasmer les trucs, c'est pas la peine. Et on se retrouve dans un instant au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et un appel des Landes avec Bernadette. Bonjour Bernadette. Oui, bonjour Bernadette. Oui, bonjour. Alors, je voulais intervenir parce que je trouvais très intéressant vos deux personnes, Kevin et le général, je crois que c'est ça. Oui. Et, alors, je ne sais pas lequel des deux a dit que les gens ont été un peu, grosso modo, parqués ensemble. Et c'est vrai que moi, j'habite une petite ville dans les Landes et l'avenue des Cassos. Non, et c'est vrai qu'on parque les gens de même niveau ethnique, social ensemble. Et c'est ça, déjà, c'est là que ça commence. Parce qu'effectivement, comme le disait je ne sais plus qui, ils se font une micro-société entre eux, ils ont leurs codes, leurs règles. Et parce que je ne sais pas pourquoi on fait ça. Et on continue à faire ça. Et je rebondirai aussi sur l'éducation nationale. Ouais. Moi, j'interviens bénévole à l'aide aux devoirs. Et il y a eu, effectivement, on peut constater en étant factuel, une régression complète du niveau de... Voilà, et pas forcément dû à des gens d'origine étrangère. Hein. Il y a tout. C'est terrible. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment réformer l'école. Et pour en revenir à ce que vous disiez, M. Berkov, par rapport aux certains travails ne sont plus pourvu, mais il faut que déjà commencer par l'école à valoriser tout ce qui est manuel. Le problème, c'est que le manuel n'est délégué qu'aux mauvais élèves. Comment voulez-vous, en éduquant des générations entières comme ça, que les gens aient envie? Il faut que dès la maternelle, moi j'estime qu'il y ait des matières manuelles, intellectuelles, et que les deux soient notés au même niveau, qu'il n'y ait pas de différence de coef, je ne sais pas comment l'expliquer. Au moins, celui qui est bon manuellement serait valorisé, il n'y aurait jamais un sentiment d'être relégué aux travaux manuels parce qu'on est nul. Et je crois que c'est ça qu'il faut changer impérativement. Après, on ne peut pas en vouloir à des gens qui ont été bercés comme ça, t'es nul si tu fais ça, parce que factuellement, c'est ce qui est encore d'actualité. Et ce truc de parquer les gens ils n'ont pas d'horizon, ils se voient entre eux, ils traficotent, voilà. Et comme dit monsieur, je ne sais plus lequel, ils ne demandent pas forcément d'aide, ils arrivent, ils trafiquent, ils vendent deux, trois trucs, mais ça arrange tout le monde. C'est ça le problème. Et s'il n'y a pas une remise... Après, je vois que les Landes se retrouvent avec la Seine-Saint-Denis, c'est bien. On va faire un jumelage là. On va venir habiter chez moi. Et l'idée d'éduquer les parents, moi je ne serais pas même contre, à retirer la carte. Éduquer les parents, c'est pas mal non plus.
C'est vrai. Enfin, je pense qu'il y a des parents démissionnaires, quoi, complètement largués, parce que ils ont toujours vécu. Merci, excusez-moi, je suis obligé de vous, parce que beaucoup d'auditeurs nous attendent prendre la parole. En tout cas, merci pour vos observations, pour ce que vous avez dit. Je voudrais justement revenir à ce qu'on disait un peu hors antenne. Emmanuel Richouf et Kevin Naïc. Est-ce qu'au fond, vous disiez, général, qu'à Nîmes, racontez cette histoire, parce que vous disiez qu'à Nîmes, vous aviez venu à précision, on vous a empêché de... Oui, exactement. Oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que ce que nous recherchons, ce qu'il faut rechercher, c'est l'efficacité. C'est-à-dire finalement, la formation, quelle qu'elle soit, c'est de l'argent. C'est le contribuable qui paye. Et pour moi, un euro, c'est un euro. Et donc, dans ma carrière en banlieue depuis 15 ans, je faisais en sorte que les financements que l'on m'octroyait soient employés à bon escient. Et un euro, c'est un euro. Et quand l'an dernier, j'ai voulu relancer à la demande du gouvernement, à la demande du ministère de l'Intérieur, un certain nombre d'actions en banlieue. Donc, j'avais choisi. Nous avions choisi en commun. Il y avait Nîmes, il y avait Perpignan, il y avait, je sais plus, la région parisienne, Lyon, etc. Bon, voilà. Et quand je suis arrivé à Nîmes, j'ai su par la bande, parce que j'avais été audité par le département, etc. Donc, si vous voulez, et je revenais toujours là sur le département, la région, l'État, on n'y comprend plus grand-chose. Et j'ai su par un des partenaires en disant, mais mon général, comme tu es général, les gens te taxent d'extrême droite et tu n'auras pas de financement. Et il avait raison, je n'ai pas eu de financement. Mais j'ai dit, mais ne pas avoir de financement, le général de Richouf, il s'en fout. Le problème, c'est que c'est les jeunes, les 15 ou 20 jeunes ou 50 jeunes que je devais former. Mais on vous a donné l'étiquette. Vous aviez l'étiquette. Le saut de la famille. Alors que je suis là pour être efficace. Et quand, comme moi, vous avez une longue carrière j'allais dire, derrière moi, où j'étais l'aide de camp de Pierre Mauroy, qui, je crois savoir, n'était pas d'extrême droite. Pas vraiment, que j'ai été dans moult banlieues avec des régions qui n'étaient pas forcément de droite, que j'étais appuyé par la région Île-de-France et par Jean-Paul Huchon à l'époque. Ça me fait sourire. J'allais dire, ça me fait sourire, voilà, tout simplement. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on soit encore obligé à Nîmes en 2022 d'être sur la défensive par rapport à une étiquette qu'on vous accole. Tout ça, c'est grotesque. Kevin, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout je pense qu'il y a des sujets majeurs, comme l'emploi, qui n'a pas de parti politique. L'éducation, l'emploi, des sujets comme ça, je vois pas pourquoi. Moi, dans ce cas, si c'est l'extrême droite, le général, merci l'extrême droite de nous donner des emplois. Ou d'essayer de vous intéresser aux jeunes de banlieue, parce que si c'est l'extrême droite qui va faire ça, tant pis. Vous voyez l'efficacité, quoi. Ouais, je vois l'efficacité. En plus, surtout que j'entends dans tous les sens, mais je sais pas combien si Marine Le Pen serait passée au second tour, je sais pas combien de personnes auraient démissionné. Combien auraient rejoint le Rassemblement national. Ils auraient tous rejoint. Ils auraient retourné leur veste, quoi. Ça a été fait récemment. Allez, un dernier appel très rapidement avec Hervé qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Hervé. Oui, bonjour André, bonjour Kevin, bonjour Monsieur le Général. Bonjour. Je voulais attirer votre attention quand même sur un problème qui me suit de Seine-Saint-Denis. Je connais très bien les banlieues pour y traîner beaucoup. C'est l'impunité des mineurs et le fait qu'on ne puisse pas avoir une action sur eux qui soit intéressante et éducative. Quand ils partent pour faire des conneries, rien ne va les arrêter. Et c'est plutôt, ils vont être entre les mains de personnes qui sont malfaisantes pour eux. Et effectivement, il va falloir attendre 20 ans, qu'ils aient 20 ans, 25 ans pour se rendre compte qu'ils sont mal partis. Et effectivement, là, on n'a rien fait pour eux. Et c'est ça, moi, qui me dérange énormément. C'est l'impunité. On me fait, notre chère police, fait ce qu'elle peut, les arrête, ils sont lâchés parce qu'on n'a aucune solution pour eux. Et c'est dramatique parce que dans nos banlieues, il faut, je vais mettre les pieds dans le plat, mais pour moi, le racisme, c'est quelque chose de naturel. Il faut lutter contre tous les humains. On dit,
vous voyez, les étrangers, enfin on est tous étrangers des uns des autres, et c'est l'éducation qui fait qu'on apprend à se connaître. Ouais, bien sûr. Et puis on va pas éduquer les gens, ils vont rester entre eux et ils se montent la tête. Donc il faut absolument qu'on ait quelque chose à faire contre ce... Vous rejoignez Marie Deslandes et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais évidemment, problème et puis prendre le temps. C'est ça, hein, Kevin? Oui, bien sûr. Je pense que l'impunité, comme il dit... c'est vrai, il y a une certaine impunité. Mais il y a une impunité... En fait, il parle de solutions. Les solutions, il y en a. On va pas se mentir, aujourd'hui, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour les acteurs. Et puis, il faut des personnes formées. On nous met, je le dis souvent, on nous met des animateurs, des BAFA. C'est pas méchant, j'ai rien contre eux, mais des BAFA, là où on a besoin d'éducateurs. De vrais éducateurs. Peut-être des éducateurs spécialisés. Mais ils sont très peu, hein. Ils sont très peu. On met beaucoup d'occupationnels. Mais il faut, oui, parce que je crois que s'il vous dit il faut de l'argent, vous allez faire hurler, effectivement, et on comprend, mettez-vous à leur place, c'est des gens qui disent, mais l'argent, l'argent bien placé. Voilà, l'argent dans des personnes compétentes. C'est ça. Aujourd'hui, c'est comme partout, hein. C'est mon copain, c'est pas mon copain. Je le recrute, je le recrute pas. Quand il est de droite. Quel que soit l'endroit. Voilà. Mais limite, j'ai une étiquette ou pas étiquette. On fait l'organigramme. On voit que tout le monde se connaît. Je voulais venir parce que j'écoute depuis tout à l'heure, on parle de l'éducation, mais effectivement, c'est le point majeur. L'éducation, c'est l'éducation. Et l'éducation de la langue, je veux dire. Et je souriais parce que l'autre jour, je souriais, donc ça me faisait pas rire d'ailleurs. Il y a eu une petite polémique entre le footballeur Henry et le maire de la Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis. Ouais. Et ce maire disait, à juste titre, moi j'ai 150 nationalités, ils sont très bien, mais après il disait qu'il y avait fait beaucoup de délinquance. Enfin, bref, il faisait état de l'état réel de sa banlieue. Et là-dessus, il a dit, j'ai 150 nationalités et ils sont classés par, ils sont entre eux, les Turcs, les machins, etc. Alors, j'ai souri parce que je me suis dit, moi je connais la Légion étrangère, 150 nationalités, ils parlent tous français. Ils aiment la France. Mais la grande différence, Mais j'ai dit à ce maire, enfin je me disais en ce maire, écoutez, venez me voir parce qu'on pourrait travailler ensemble. Non, mais la grande différence, je vais vous dire, avec la Légion étrangère, vous la connaissez mieux que moi, c'est qu'il y a des règles. Tant qu'on n'établit pas des règles, et des règles, ou soit des sanctions, ou en tout cas des règles, il faut jouer le jeu. On joue le même jeu ou on joue pas le même jeu. Il y a le problème. Voilà, mais je crois qu'auprès de nos jeunes comme de nos moins jeunes, c'est quelque chose de facile d'établir des règles. Quelque chose merci de facile. De votre franchise et merci d'avoir dit les mots qu'il fallait sur les mots MAUX. Vous avez mis les mots MOTS. Et merci d'être venu dans nos studios. Général Emmanuel de Richouf, c'est auteur de Avant qu'il ne soit trop tard aux éditions Michel Lafon, et Kevin Naïc, responsable associatif. Et dans un instant, Brigitte Lahaye.